Bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première chaîne moto visuelle du PAF, sans langue de bois. Ouais, t'es pas loin. Ça s'approche. Déjà, t'as pas dit YouPorn, t'as dit YouTube, tu t'es pas trompé. Donc, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'apéro avec Moto Magazine, votre petite friandise du vendredi soir avec de la moto, de l'historique, de l'humour, des anecdotes. Et des motos extraordinaires. Là, il y a débat. Déjà. Non, il n'y a pas débat du tout. Moi, j'ai une théorie là-dessus. En fait, cette moto, tu sais, on a fait, il n'y a pas longtemps, un apéro sur la CB 750, qui est l'an 0 de la moto moderne. Ouais. D'accord. Pour moi, ça, c'est la deuxième génération de la moto sportive. Donc, c'est l'an 0 de l'hypersport. C'est l'an 2. D'accord, l'an 2 de l'hypersport. D'ailleurs, c'est écrit hypersport dessus. Ouais, en fait, l'an 1, si tu veux, c'est un peu la CB 750. Je sais, c'est une merguez, n'empêche que tu pouvais rouler à bloc sans prendre le moteur dans la gueule. Et ça, en termes de moto, c'était assez nouveau. Ensuite, tout ce qui se passe, c'est un peu des CB 750 en mieux, c'est-à-dire 900 Z1, c'est pareil, mais en plus gros. Ouais. Ensuite, ils font des 1100 avec des moteurs refroidis par air, puis ils passent au refroidissement liquide. Et puis, globalement, une 900 Ninja, c'est une CB qui a réussi. Elle a un moteur liquide, elle a 115 chevaux. N'empêche que c'est une moto grosse, lourde, encombrante, et dont la techno n'a pas été révolutionnée depuis le début. Ça, c'est une révolution, parce que pour la première fois, c'est une moto qui vient de la course. Avant, tu prenais une moto et tu faisais de la course avec. Ça, c'est une moto qui vient de la course. En fait, en gros, en 83, on a Hervé Moineau qui gagne les 8 heures de Suzuka sur un truc qui ressemble à ça. Un proto, quoi. En 84, on a Jean-Pierre Houdin, qui était mon concessionnaire dans les Ardennes à l'époque. Il avait une concession Suzuki, je lui ai acheté des motos, qui gagne le bol d'or avec ça. En 84, moto préparée déjà à l'époque par Dominique Mélian avec un moteur Yoshimura qui pétait le feu. Elle est présentée en version définitive au Salon de Cologne 84. La chaîne de production démarre le 25 janvier 85. Elle arrive sur le marché français en mars et c'est une putain de révolution parce que cette moto, elle vient de la course, elle fait 176 kg à sec. Ouais. C'est pas du tout... À l'époque, si tu veux... En fait, si tu voulais acheter une moto, si tu étais un motard sportif, tu voulais acheter une moto qui était un peu dérivée de la course, tu avais le choix entre une VS Miller qui pesait 270 kg, bonjour l'enclume, et tu avais le choix entre des Bimota ou des Godier Genoux, qui étaient des motos super chères et super exclusives. Exact, là, pour 42 500 francs, ce qui n'était pas plus cher, c'était même plutôt moins cher que la concurrence de l'époque, tu avais une moto qui respirait la course. Moi, je me souviens, j'ai roulé avec ça à l'époque, tu avais ce petit compteur, là, comme ça, sur cette platine en bourse, la platine en bourse, les fonds blancs. Tu sais, l'idée de mettre l'aiguille du contour en haut dans ton champ de vision, ça paraît rien, mais c'était génial. Quand tu étais à bloc, tu avais l'aiguille comme ça en haut. Tu avais l'aiguille. Le contour qui démarrait à 3000, tu vois. C'était juste incroyable. Tu avais un feeling, tu avais une ergonomie. Voilà. Alors, contrairement à la légende, ce n'est pas la première moto de l'histoire avec un cadre alu de série. On a la 250 RG en 83 sur le marché japonais et la 400 GSX en 84. Celle-ci date de 85. Mais c'était une moto fantastique. Moi, j'ai rêvé là-dessus. Toi, tu étais déjà vieux dans ta tête quand tu étais jeune, donc tu pignolais sur des nanars historiques. Moi, je kiffais dans ce truc-là. Moi, si tu veux, je m'en souviens à l'époque, la Révolution, c'est vrai que tout le monde en parlait, elle faisait la une de tous les magazines. Moi, c'est vrai que le look, plusieurs couleurs, du fluo, du bleu, du blanc, etc. C'est vrai que c'était clairement pas ma cam. Après, je lui reconnais, elle fait vraiment course. Ce cadre... Je me souviens qu'à l'époque, elle était trop légère, en fait, parce que le cadre manquait de rigidité. Donc, en fait, elle en promettait... Le cadre qui ne pèse que 8 kg et 100 grammes. Mais je pense qu'elle en promettait plus visuellement qu'à rouler, parce que je me souviens aussi des premiers essais, parce que je m'intéressais quand même à la moto, et je crois me rappeler qu'elle avait quand même quelques problèmes de tenue de route. Alors, elle avait des petits problèmes de tenue de route, elle était un petit peu vivante. Frivole, parce qu'effectivement, elle était un peu trop légère, et quand tu regardes l'histoire des GSX-R, c'est une moto qui n'a fait que prendre du poids tout au long de sa carrière, quasiment, puisqu'ils n'ont pas arrêté de la renforcer de partout, pour qu'à un moment, ça tienne enfin la route. N'empêche que tu avais ce cadre alu, qui était un truc incroyable à l'époque, tu avais ce moteur à technologie Air Wheel, qui vient de l'aviation, c'est un brevet Rolls-Royce du début des années 20, qu'on a ensuite transposé à la moto. Et puis, tu avais ce look qui était super évocateur. Paradoxalement, ce n'était pas la plus rapide des 750 de l'époque, parce qu'avec son avant tout carré, elle était plutôt moins profilée qu'une VFR 750 et qu'une FZ. Donc, la presse de l'époque chronométrait à fond les FZ et VFR dans les 240 chronos. Ça prenait 230, 231. C'est largement assez, tu vois. Mais à l'époque, la vitesse, c'était quand même le critère un peu ultime. Donc, en fait, elle ne gagnait pas les comparatifs, alors que tout le monde s'était excité sur le fait que c'était une moto
provenant de la compétition et qu'elle allait un peu dominer ses concurrentes. Alors, le moteur, c'est le moteur qu'on a vu pendant 20 ans après. C'est le Sachs Airwheel, le 4 cylindres, indestructible. Et alors, il est arrivé avec cette moto ou il existait avant? Non, il est arrivé avec cette moto, parce qu'avant, tu avais la génération des GS Suzuki, tu vois, d'abord en 8 soupapes, puis ensuite en 16 soupapes, qui étaient des moteurs très bien. Mais là, tu avais un vrai gap technologique sur les prises de régime. À l'époque, des motos comme ça prenait 11 500 tours, c'était beaucoup, tu vois, pour l'époque, ce type de régime. Et puis, elles ont continué. Après, ça prenait 13 000 tours, etc. Et puis ensuite, l'année, il y a toujours eu un an d'écart. Ils l'ont sorti en 1100, il sortait 130 chevaux. Il y avait une double ligne, d'ailleurs, en 1100. Alors que là, tu as un 4 en 1. Peut-être pas sur les premières. Non, vérifiez pas sur les premières. 130 chevaux, 197 kilos, parce que le moteur était plus costaud et la moto était un peu plus solide. Mais voilà, moi, j'ai des souvenirs avec ça. Tu montais dessus, tu démarrais le truc, tu avais l'aiguille du compte-tours qui ne bougeait pas, comme ça au ralenti, mais tu avais la tête dans la bulle et tu t'y croyais, quoi. Alors moi, à l'époque, c'est vrai qu'on roulait déjà avec des vieux nanars avec mes potes. Surtout, on roulait aussi les modernes de l'époque. Pour nous, c'était les Guzy-Le-Mans. Ça tenait quand même bien la route. Alors, ça se faisait pourrir en accélération. Pour moi, cette moto, je me souviens, c'était la moto des excités, la moto de ce que j'appelais les moto-journal. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas ce que tu veux dire. Je pense que Pierre Orluc, notre bien-aimé directeur de la rédaction, qui a passé la moitié de sa vie à Motojournal. Ouais, non, mais c'est ça, c'était la moto du motard, bol d'or, 24 heures du Mans. Enfin, c'était vraiment pas ma. Je lui reconnais. Alors, c'est vrai que avec le temps, il y a deux choses avec le temps. Soit il y a la sanction du temps, donc c'est pire qu'avant. Et ben moi, je t'avouerais qu'il y a l'indulgence du temps. Parce que c'est vrai que quand je la regarde maintenant comme ça, avec ses flancs, c'est incroyable, ces espèces de caches latéraux, flancs, coque de carénage d'un tenant vertical comme ça. Le dos Retzel aussi, ça faisait vraiment très, très racing, même si Ducati le faisait 15 ans avant déjà. Et puis, si je me rappelle bien, le réservoir était en aluminium. Donc, ça faisait course. L'espèce d'excroissance là, pour les vents, le bouchon type aviation et tout. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, quand je la vois, elle a une certaine gueule, c'est vrai. Maintenant, je pense pas que j'aurai ça dans mon garage un jour, mais je peux comprendre que les gens se pignolent, sans être vulgaire là-dessus, quoi. Mais j'aurais pas ton enthousiasme. Moi, j'adore. Les prix montent. Une belle comme ça vaut un petit peu moins de 10 000 euros. On a de plus en plus de mal à en trouver des propres dans un état comme ça. Ça, c'est pas le premier millésime. Les premières ont la grille d'échappement qui est entièrement percée sur toute la longueur. Là, on est sur les extrémités seulement. Donc, les premières sont rares. Moi, j'adore. C'est les routes 18 avec des petits pneus. Ah ouais, tu m'étonnes. Toi, c'est tellement daté, ça doit des motos sportives. Et puis le système anti-plongée, tu sais, les trucs qui fonctionnaient jamais. Le système anti-plongée qui fonctionnait jamais. Mais le moteur est indestructible. Le moteur a une vraie sonorité avec un bruit de boîte à air qui le prend un peu aux tripes. Il est un peu pointu, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose en dessous de 7000. Mais de 7 à 11, sincèrement, les souvenirs que j'en ai de l'époque, ça tartinait vraiment. C'est une moto qui était légère, qui était rageuse. Et elle a créé la sportive moderne des années 80. Et pour moi, le concept de la GSX-R, il va durer jusqu'en 2010. Parce que finalement, tout ce qui se passe après, c'est des GSX-R en mieux. C'est donc plus puissant, plus gros, plus machin. Mais une CBR 900, c'est une GSX-R plus homogène. Oui, bien sûr. Une R1, c'est une GSX-R quadralu, moteur 4 cylindres, plus puissante. Et puis ensuite, on passe à la S1000RR. Et là, on a des chevaux et de l'électronique. Et là, on passe sur la troisième génération, c'est ma théorie, de sportives. Mais celle-ci a créé la deuxième génération de sportives de l'ère moderne. Alors moi, j'ai une question. Si autant les vieilles CB750 fours, tout ça, il y a un vrai marché de la pièce refabriquée, reconstruite, parce que c'est un vrai milieu de collectionneurs, est-ce que ça, c'est pas un peu entre deux eaux? Est-ce qu'aujourd'hui, ça, il n'y a pas vraiment de refabrication? Quand tu vas chez Suzuki, les mecs... ils ne savent même plus que ça existe. Donc en fait, aujourd'hui, posséder une moto comme ça, il a faut avec le plus de pièces d'origine. Parce que c'est collectionné, mais il n'y a pas encore un marché du business autour de la pièce. C'est une question de démographie. Si tu veux, aujourd'hui, les gens qui kiffent sur des CB 750, ils avaient 20 ans, 69, donc ils commencent à être méga vieux. Donc en fait, aujourd'hui, les gens qui kiffent là-dessus, c'est un peu nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient 20 ans en 85. C'est un peu nous, c'est un peu moi. J'avais 20 ans. Et là, on se dit, tiens, c'est quand même la moto qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Et donc, le marché va... D'ailleurs, c'est pour ça que ça monte. Aujourd'hui, une GSX-R comme ça vaut 10 000 euros. Il y a 5 ans, ça valait à peine la moitié. Tu vois, c'est en train de monter. Et donc, si ça monte, il va y avoir des refabrications, il va y avoir des refabrications. C'est ça, c'est important. Et puis, c'est du Suzuki, c'est hyper interchangeable. Tu vois, il y a plein de choses sur le moteur que tu trouves sur d'autres modèles, etc. Et puis, ce moteur, il est indestructible. Il est totalement indestructible. Et ça, c'est cool. Moi, j'adore cette moto. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. GSX-R 85, 86, 87. Après, on passe au modèle un peu plus arrondi avec un autre type de châssis. Toi, tu préfères celle-là, en fait?
Je préfère. Les deuxièmes GSX-R, pas les premiers. Ouais, alors j'aime bien les mêmes, mais tu sais, avec l'arrière un peu gonflé. Alors moi, je connais pas, mais j'ai trouvé plus joli. Et puis après, alors, pour tout vous dire, j'en ai eu une dans ma vie. J'en ai eu 2. Enfin. Ouais, bon, je l'avoue. J'ai eu 2 GSX-R, je préfère le dire. J'ai eu un 750 SRAD. Voilà, donc c'était un modèle carbu, parce que le SRAD, il y a eu carbu injection en 750. C'est vrai que je l'aimais bien, parce qu'elle était assez routière. Et j'ai eu aussi un 1100 W. Je ne sais pas si tu vois, c'est les premières liquides. C'est des grosses merdes. Tu sais, qui étaient peintes comme ça, là, en violet. C'est une double grosse merde. Non, mais sérieux. Mais c'était une vraie routière. Et moi, à l'époque, je roulais plus que je faisais du sport. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu d'occasion une GSX-R 1100W. Le mythe Mellerin s'écroule. Ouais. L'autre, il a une GSX-R liquide. Et j'ai eu un 750 SRAD. Fred vous passera l'image, j'avais mis des freins et tout. Voilà. Mais ces modèles-là, à l'époque, c'était pas ma cam. C'est tellement kitsch que c'est génial. Je kiffais sur les Laverda RGS Corsa 3 cylindres à l'époque. Voilà. Ouais, on fera un jour un apéro sur les Laverda 3 cylindres. Merci de nous avoir suivis, la GSX-R, légende ou pas, dites-nous dans les commentaires. Marcel, on ne sera pas d'accord sur cette moto. Hein. Non. Mais du coup, c'est pas toi qui vas l'acheter chez Belbécane. Et ça, c'est cool. Merci à Belbécane de son accueil. Voilà. Moi, j'avoue que. Non, mais elle a de la gueule comme ça. Ouais, c'est quand même un truc qui me parle. Mais la rouler m'intéresse qu'à moitié. Déjà, je vois l'ergonomie, je ne tiendrai pas dessus, quoi. Je crois que tu étais à la souplesse incarnée. Oui, mais je fais quand même 1m90 et c'est pas fait pour moi. Allez, bisous sur le casque, à bientôt. Salut pour un prochain apéro.